Merci beaucoup, professeur Azariden. Donc, merci les présents, mes amis, les résidents qui sont là. Merci pour votre présence. C'est excellent de voir le collège comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un collège aussi plein. Et je félicite tous les membres du collège, et en particulier mon ami Dr Mandy Shariden. Donc, c'est vrai que le cours qui m'a été confié n'est pas quelque chose de très facile à aborder. Et que nous, urologues, c'est vrai que ça pose un petit souci. Est-ce qu'on reçoit des femmes venant pour... ici, ou est-ce qu'on devrait, peut-être c'est nous, il y a un petit problème, peut-être c'est nous qui ne cherchions pas, c'est comme la même chose pour la dysfonction érectile qu'on devrait chercher chez des patients qui viennent pour consulter pour des troubles urinaires, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher s'il y a un trouble du désir chez la femme? Bon, c'est un sujet assez difficile, d'ailleurs ce n'est pas moi qui vais le dire, hein, puisque même Freud, en 1927, il a parlé de la sexualité de la femme comme étant un continent noir. C'est un continent noir parce qu'à l'époque, au début du siècle, on ne savait pas ce que c'était l'Afrique. Le continent noir, c'est l'Afrique. Donc la sexualité féminine est aussi bizarre, aussi difficile à savoir, à partir, c'est comme l'Afrique. Et cette phrase un peu de continent noir a été reprise beaucoup de fois chez beaucoup d'auteurs féministes. Donc vous voyez que le sujet, vu par le père de la psychanalyse, qui est Sigmund Freud, c'est un sujet un peu difficile. Alors, on va un petit peu aborder ce sujet qui reste un petit peu controversé, qui est difficile. Entre un état normal ou une pathologie, c'est toujours un peu compliqué à savoir. Les informations qu'on a aujourd'hui sont très difficiles, sont très rares. Ça vient de commencer. D'ailleurs, vous allez voir sur les définitions, Racine en a parlé tout à l'heure. Malgré ça, l'affection reste très, très importante. C'est une boîte de Pandore. Faut-il poser la question à la femme si elle a un trouble de désir ou pas? Ça ne reste pas encore connu. Puis les étiologies, on les connaît, c'est surtout le psycho-affectif qui est là. Le traitement est aussi difficile à codifier. Donc on va avancer, on va essayer de savoir ce que c'est que la définition du plaisir. Plusieurs auteurs ont commencé un petit peu à parler de ça. Vous voyez, le premier diagramme, c'est un diagramme plus ou moins facile, mais dès qu'il y a un petit peu d'anxiété là-dedans, on est dans l'inhibition. Vous voyez que c'est quelque chose de très particulier. Alors, Madame Bassan a essayé d'être un peu plus loin pour essayer d'étudier le désir, mais c'est toujours très difficile à savoir. Pour la définition, on a connu des définitions qui datent de la fin des années 70, où on définissait le désir sexuel comme étant l'énergie psychobiologique qui précède ou accompagne l'excitation sexuelle et insiste à avoir un comportement sexuel. Plus simplement, Levine a essayé de faire plus simple pour nous dire que c'est l'état psychologique qui reflète ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je vais faire que je n'ai pas maintenant? Qu'est-ce que je vais faire pour aboutir à la fin à avoir du plaisir? Donc c'est l'étape qui vient avant le plaisir. Aussi, un petit peu, on est en contemporain, on n'est pas à la fin des années 70, il y a beaucoup de mouvements féministes qui commencent à venir, et voilà, ça change un petit peu, et maintenant on parle du désir, même quand j'ai plaisir, je désire encore plus de plaisir. Donc vous voyez, c'est la recherche un petit peu continuelle du plaisir qu'on essaie de chercher, de trouver, et puis pas que ça, on a découvert aussi que la femme, le désir, c'est pas seulement un désir de plaisir, c'est pas un désir d'orgasme, mais le fait d'être bien entre les bras de son homme, c'est un plaisir et assimilé au plaisir sexuel. Donc ce n'est pas que vraiment l'orgasme pour la femme. Le plaisir d'être accompagné, d'être tenu, d'être pris dans les bras, c'est un plaisir aussi sexuel, c'est un désir sexuel. Alors le désir sexuel, Racine en a parlé de ce couple-là, Master et Johnson, au début des années 50, 60, ils ont commencé à filmer des couples en train de faire l'amour. Ils ont fait, je ne sais pas combien, 700 films peut-être. Ils ont étudié tous ces films en haut et en bas, ils ont vu toutes les caméras, toutes les positions un petit peu, pour finalement aboutir à ce schéma que vous connaissez tous et qui commence toujours par le désir. C'est la première phase de tout acte sexuel, c'est le désir. Alors, sur le plan terminologique, vous voyez que le désir, il y a plein de noms, le libido, l'intérêt sexuel, l'appétit. En langage arabe, on parle de ashq, on parle de raghba, on parle de shahwa, de shawq. Mais l'excitation, par contre, c'est l'ithara, c'est le seul mot. Et on a un peu de mal en arabe, dans la langue arabe, de faire un petit peu l'amalgame. On fait l'amalgame plutôt entre plaisir et désir. On n'a pas vraiment, on ne sait pas, dans la langue arabe, départager les deux. Par contre, pour les troubles du désir, on connaît, on a plein. Et la dernière des terminologies, c'est le désir hypoactif, c'est-à-dire la baisse du désir sexuel. Alors, le trouble du désir, est-ce que c'est un état ? Est-ce qu'une femme qui a un trouble du désir, est-ce qu'elle est normale ou est-ce qu'elle est pathologique? Alors vous entendez parler de Spinoza, Baruch Spinoza, c'est un célèbre philosophe néerlandais
qui a commencé un petit peu à parler de dire que c'est des sortes de délires, que le désir sexuel est un délire et n'est pas mis dans la pathologie. Donc il a commencé à mettre le point là-dessus pour dire que c'est pathologique, c'est pas pathologique. Tout le temps là, ça a été dominé par la sexualité de l'homme. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la femme, parce que ça a été toujours, on est toujours dans ces sociétés sexistes plus ou moins, masculines, où à chaque fois que si l'homme a plus de désir que la femme, le problème c'est la femme qui est frigide, mais par contre, si la femme a plus de désir que l'homme, c'est elle la nymphomane. C'est elle qui a plus d'appétit. Donc le problème vient toujours du côté de la femme. Et donc on a vraiment commencé à parler du désir féminin en 1977. Vous voyez, on a commencé à parler de troubles psychosexuels. Et puis on a, vraiment quelques années plus tard, on a parlé d'hypoactivité sexuelle ou sexual desire disorder hypoactive. C'est la terminologie qu'on connaît. Et puis il y a eu le DCM-3R en 1983 qui a commencé un petit peu à parler de tout ça et il a départagé les deux, le trouble, ce trouble-là sexuel en baisse du désir sexuel ou en aversion sexuelle, sachant que la définition de la baisse du désir sexuel au lieu et place de l'inhibition, c'est l'absence ou la déficience persistante et répétée de fantaisie imaginative, d'ordre sexuel et du désir d'activité sexuelle. Tout cela, ce sujet-là, l'hypoactivité sexuelle, à l'époque, en 1983, ça concernait les hommes et les femmes. Donc, dans ce manuel-là des psychiatres, de l'Association américaine de psychiatrie, le même trouble était mis pour les hommes et pour les femmes en même temps. Sauf que ça a été changé un petit peu dans le DSM-5 qui est sorti en 2013. On a changé la terminologie encore une fois. Donc, c'était baisse du désir sexuel. Maintenant, on ne parle plus de baisse du désir sexuel ou trouble du désir sexuel, on parle plutôt de trouble de l'intérêt ou de l'excitation sexuelle féminine. Donc la terminologie, elle a changé. Et pourquoi elle a changé? Parce qu'on s'est rendu compte que qu'une femme ne savait pas départager réellement le désir de l'excitation, donc il y avait une frontière qui était inconnue entre les deux. Et puis, on a bien précisé que ce trouble-là est féminin, donc on a partagé les troubles masculins et féminins, et là, c'est un trouble vraiment féminin. Alors, il a été défini comme étant le manque d'intérêt sexuel, l'incapacité d'être sexuellement excité, et ces troubles-là ne sont vraiment mis en cause comme pathologiques, sauf s'il y a une gêne, comme l'a dit pour le trouble de l'orgasme, il faut que la patiente soit gênée. Donc on revient un petit peu à la question, si la dame ne vient pas vous dire que j'ai un trouble du désir, est-ce que j'ai le droit un petit peu de lui poser la question, est-ce que vous avez? Donc il faut que ça gêne la patiente, il faut que ça stresse la patiente pour qu'elle vienne consulter, c'est ce qui est nouveau. Et donc vous voyez cette définition au niveau du DSM-5 qui n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2013, ça fait 10 ans qu'elle est là. Vous voyez que c'est l'absence ou réduction considérable d'intérêt ou de l'excitation sexuelle qui se manifeste par au moins un des critères suivants. Vous avez 6 critères, il faut avoir 3 pour dire qu'il y a un trouble de l'excitation sexuelle. Ça, c'est selon le DSM, donc il y a tout ce que vous voulez. L'absence de réduction pour l'intérêt de l'activité, absence de pensée au fantasme érotique, absence ou réduction d'activité sexuelle, absence de plaisir sexuel pendant au moins tout le temps, aux 3/4 des temps. Donc c'est une définition assez difficile à retrouver, mais ça englobe un petit peu les troubles du désir et les troubles de l'excitation chez la femme. Alors cette définition est très controversée. Depuis cette définition, cette apparition de DSM-5, il y a eu beaucoup d'articles. Vous voyez, l'article où on parle, c'est du vent, c'est du l'air. On nous vend de l'air, ce DSM-5 nous vend de l'air, ce n'est pas la vérité. Les femmes, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de problèmes. Le désir chez une femme, chaque femme est à part. Chaque femme, elle a son histoire, son vécu sexuel, son histoire de vie. Donc c'est difficile un petit peu de mettre et dire que ça c'est pathologique, ça c'est pathologique. La vie fantasmatique de la femme n'est pas pareille que l'homme. On n'a pas assez, la femme n'est jamais la première à être là pour exiger un rapport sexuel. Donc c'est toujours difficile un petit peu de voir ce côté des choses. Et puis quand on demande à la femme si elle a du désir ou pas, la première chose à laquelle elle pense au partenaire, contrairement à l'homme. Elle pense avec qui? Donc elle ne va pas parler du désir qu'elle ressent, mais il faut qu'elle voie le partenaire avant. Sur le plan physiopathologique, comment ça marche? On a découvert que c'était des neurones dopaminergiques, et c'est des neurones qui étaient un petit peu, qui s'activaient dès qu'il y avait une association de vécu. Un homme que je connais, un ex-petit ami, un endroit particulier où je suis parti à la plage, où c'était romantique un petit peu, ça va sortir ces petits hormones, ces neurotransmetteurs dopaminergiques qui vont exciter un petit peu la femme. Et puis on a fait des IRM fonctionnels
pour des femmes en train de regarder des films érotiques, et on a vu un petit peu qu'il y a surtout au niveau de la zone centrale du cerveau que des choses s'activaient là-dedans. Et au contraire, on a fait des IRM aussi pour des femmes en hypoactivité sexuelle, et on a vu au niveau de cette zone-là une baisse de l'activité majeure, mais par contre une réactivation d'autres zones, les zones un petit peu de la société, du cognitif, de la religion, de que dit-on, de la société, ils sont activés, ces femmes-là qui sont en hypoactivité sexuelle. Le diagnostic différentiel, c'est l'aversion sexuelle. L'aversion sexuelle, c'est généralement, elle est secondaire à un traumatisme dans l'enfance, à un abus sexuel généralement. Et puis, il y a des baisses circonstancielles à l'occasion de n'importe quoi, mais qui ne gênent pas particulièrement la patiente. Alors, sur le plan épidémiologique, c'est assez un peu controversé. Il y a beaucoup d'études. On parle un petit peu de 21% des femmes sur de grosses séries. En gynécologie, c'est 7% des femmes qui consultent. Sur une grosse série de 3000 patientes, c'était 6,8 personnes qui venaient consulter pour des troubles du désir sexuel. Et on a découvert aussi que parmi ces femmes, les femmes africaines, ou disons d'origine africaine, au contraire, avaient beaucoup plus d'appétit, avaient beaucoup de désirs conservés par rapport aux femmes européennes et américaines. Et donc, en fin de compte, ce qui est important, ce n'est pas ce trouble du désir, mais ce qui est ressenti, c'est la gêne qui vient après. Et donc, si on peut trouver dans la société un nombre assez important de troubles du désir, c'est 35 à 52% des cas, donc à peu près une femme sur 3, une femme sur 2 va se plaindre de troubles du désir, mais réellement, celles qui sont gênées par ce trouble du désir, elles sont réellement pas nombreuses, elles sont de 7 à 16%. Et la gêne est très importante aussi dans l'âge un peu jeune, entre 20 et 29 ans. Vous voyez ces études-là qui ont été faites sur des femmes qui avaient des troubles du désir. Alors les femmes qui étaient les plus gênées, c'était les femmes jeunes. Et plus on avançait dans le temps, avec l'âge, plus la femme devenait moins réceptive et elle s'en foutait un petit peu de ce manque du désir sexuel qu'elle faisait. Alors pourquoi est-ce qu'on a un trouble du désir sexuel? Il y a beaucoup de facteurs personnels, relations avec partenaires, événements de la vie. Alors les facteurs personnels cognitifs sont très importants. L'éducation qu'on a reçue, la religion dans laquelle on baigne, que dit-on, les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas, la protection de la mère, la protection du père, les lois de l'islam, de la société, tout ce que vous voulez. Cette attitude conservatrice va énormément nuire au sujet féminin, malheureusement, et ça va faire beaucoup d'aversion par rapport au désir. Donc ça, c'est un problème particulier. L'image de soi, la femme, elle change depuis qu'elle est enfant, elle change à l'adolescence, elle change quand elle est enceinte, elle change quand elle est en ménopause. Donc tous ces changements-là vont provoquer, bien sûr, des troubles du désir. La personnalité de la femme, une femme qui est névrosée, une femme qui est anxieuse, une femme qui est introvertie, va développer plus de dysfonction du désir que d'autres. La dépression est un facteur très important. Les médicaments, notamment les antidépresseurs aussi, les anticonvulsivants, les bêta-bloquants sont incriminés. Est-ce que les pilules contraceptives sont incriminées? Ça, c'est très controversé, c'est pas sûr. Les pathologies, bien sûr, mais les pathologies les plus pourvoyeuses de troubles du désir, ce sont les pathologies de la sphère génito-urinaire. Et ce qui est incriminé, notamment, c'est l'incontinence. Donc la femme qui a une incontinence urinaire va se plaindre énormément de troubles du désir. Bien sûr, les autres pathologies neurologiques, pathologies chroniques, la thyroïde, le cancer, tout ça, ça favorise ces troubles du désir. La chirurgie d'un trouble de la statique pelvienne, oui, c'est bien, c'est un point positif. Au contraire, on a remarqué que quand on corrige une incontinence urinaire ou un prolapsus chez une femme, ça va au contraire améliorer ces troubles du désir. Mais par contre, quand on fait une hystérectomie, ou quand on rajoute en plus une annexectomie, donc on va rajouter une cause hormonale, c'est un facteur limitant qui va favoriser les troubles du désir. L'âge aussi, on a remarqué que le désir sexuel baisse notamment avec l'âge, dû à des facteurs hormonaux et à d'autres facteurs non hormonaux. C'est surtout la perte de la jeunesse, l'apparition des rides, le partenaire qui devient plus vieux, plus difficile. Donc tout ça, c'est des facteurs importants à prendre en compte pour la baisse du désir avec l'âge pour les patients. Donc la relation avec le partenaire est très importante. Dans cette relation, le partenaire est très important puisqu'il peut inhiber le désir de la femme comme il peut activer. Donc le gentleman, celui qui parle bien, celui qui dit des mots doux à sa femme, celui qui vient dire chérie à sa femme, c'est des choses un petit peu très entendues par la femme. Vous ne le connaissez pas peut-être, mais avec l'âge, vous allez le savoir parce qu'il y a plein de femmes qui te disent
l'homme, le mieux, c'est à 35 ans, parce qu'on connaît un peu à maîtriser la femme. Et la femme, elle réagit par ça. Elle a besoin de mots doux, elle a besoin de petites choses comme ça pour réveiller le désir pour elle. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand on est mal dans le couple, quand on se respecte pas dans le couple, quand il y a plein de problèmes de jalousie, de conflits, d'adultère, ça ne va pas régler le problème de la dysfonction du désir chez la femme. Alors, autre chose, et c'est très important, alors remarquez que quand l'homme dans le couple commence à perdre un petit peu, commence à avoir une dysfonction érectile, la femme désire plus le sexe. C'est un peu paradoxal. Alors que le mec ne peut pas. Et donc, mais avec le temps, elle finit par s'habituer et elle perd un petit peu son désir. Autre chose, c'est quand vous donnez un inhibiteur de la phosphodystérase 5 à votre patient, la femme, elle va se dire dans sa tête, il prend le sildenafil ou le tadalafil parce qu'il ne me désire plus, pour l'aider à me désirer encore plus. C'est ce qu'elle pense. Donc dans sa tête, cette pilule-là, c'est pour que le mari puisse gober sa femme, puisse aller au lit avec sa femme. Donc il faut expliquer, il faut mieux expliquer. Donc vous voyez que ce petit comprimé que vous donnez n'est pas aussi anodin, il faut expliquer à la femme, il faut expliquer à l'homme que c'est un traitement qui facilite l'érection. Ce n'est pas lui qui va induire le désir. Et ce n'est pas parce qu'il prend un médicament, c'est qu'il ne vous désire plus. Donc tout ça, la femme, elle y pense. Malheureusement, il faut faire attention à ça. Alors, les autres étiologies de la vie, bien sûr, on a une vie stressante avec plein d'enfants, avec plein de travail, donc tout ça, ça déstresse, ça pose un problème. La maternité aussi, c'est un changement un petit peu... c'est un changement... Pardon, la maternité, ça donne un petit problème. Il y a des dépressions au cours de la maternité. Est-ce que le fait d'allaiter aussi, ça protège? Non, ça ne protège pas. Au contraire, ça donne plus de troubles du désir. Et ce qui est protecteur, par contre, c'est de faire l'amour pendant la grossesse à une femme. Donc ça, c'est un facteur protecteur contre les baisses du désir. Par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la femme arrête de faire l'activité sexuelle pendant le 3e trimestre. Et on dit qu'il y a à peu près 90% des femmes ont une baisse du désir pendant le 3e trimestre. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que cette activité sexuelle ne fasse du tort à son bébé. Et donc tout ça, c'est de l'information à donner aux couples et aux femmes, que ce n'est pas dangereux de faire l'amour à tout moment de la grossesse d'une femme. L'infertilité aussi, ça pose un problème parce qu'il y a déjà de l'anxiété, du stress, il y a des hormones qu'on prend, il y a des situations un peu embarrassantes. Donc tout ça rend les choses plutôt difficiles du côté du couple. Alors comment on va évaluer un couple porteur d'un trouble du désir sexuel, surtout chez la femme? Alors l'interrogatoire est très important, on va savoir quel est l'âge de la première relation sexuelle, la fréquence de l'activité sexuelle et la fréquence désirée de la femme de la fonction sexuelle, c'est très important. Il y a un petit tips redem l'écran. J'ai un petit truc devant l'écran, là je ne vois pas. Donc l'évaluation, elle se base aussi sur un questionnaire, et le meilleur questionnaire qui est le plus validé, c'est le questionnaire de référence, c'est le Female Sexual Function Index. Donc c'est un questionnaire qu'il faudrait utiliser pour évaluer la baisse du désir. L'examen physique est très important et on le propose surtout pour les patientes qui ont des troubles de la pénétration, c'est-à-dire des dyspareunies. Donc une femme qui a une dyspareunie, il faut obligatoirement faire un examen pelvien et plus ou moins d'autres explorations gynécologiques comme l'échographie. Alors, en fin de compte, une femme qui a une baisse du trouble de désir, on va trouver une femme qui ne fait pas beaucoup de rapports sexuels, c'est une femme qui a des fantasmes qui sont pauvres, et une femme qui a une difficulté un petit peu à régler son problème avec son couple. Donc les traitements, vous voyez que c'est très difficile. C'est comme la pathologie elle-même, le traitement est mal codifié, on ne connaît pas très bien. Il dépend essentiellement d'étiologie, on va essayer de le voir un petit peu. Alors, le traitement, à la base, c'est l'éducation, c'est la psychothérapie et c'est le traitement pharmacologique, généralement. L'éducation est très importante, donc le fait, il faut savoir, et vous devrez le savoir, que vous, on fait de la médecine, on est un peu influencé, on n'est pas très objectif. On connaît le clitoris, on connaît le vagin, on connaît comment ça se passe, on connaît les grandes lèvres, les petites lèvres, on connaît le pénis, mais pas forcément pour le monsieur de tous les jours ou la femme de tous les jours, ce n'est pas évident de connaître tout ça. Donc c'est très bien d'avoir des petites plaques, si on veut faire de la sexologie, des petites plaques anatomiques expliquant les choses correctement, ça c'est très bien. Essayez de convaincre la dame que la stimulation n'est pas forcément que par la pénétration, qu'on peut être stimulé ailleurs.
Et quand on provoque ce petit stimuli chez la femme, ça va améliorer énormément ces troubles du désir. Alors la sexothérapie, quand on retrouve une femme, il faut essayer de définir avec elle le plaisir. Qu'est-ce qui est le plaisir pour vous ? Comment est-ce que vous voyez le plaisir pour vous? Ça, c'est très, très important. Donc, il faut faire ça avec des planches, il faut montrer, il faut se détacher des normes, essayer. Il faut dire aussi que l'homme n'est pas la femme, c'est très, très différent. Il faut savoir que les hommes pensent, vous voyez, 284% plus souvent à la sexualité que les femmes, se masturbent 300 fois plus davantage que les femmes, sont 200 plus souvent à l'origine d'un rapport sexuel que les femmes, et ils souhaitent 400 fois plus de partenaires que les femmes. Donc vous voyez une différence énorme entre les femmes et les hommes. Alors les hommes, ils s'en foutent de réaliser un acte sexuel sans amour, on s'en fout réellement. Par contre, chez la femme, c'est très important qu'il y ait de l'amour pour qu'il y ait une relation sexuelle. Et ça, c'est important. Donc il en est très différent. Alors tout ça, c'est de la sexothérapie, c'est très important. Les codes d'attraction sexuelle qu'on peut proposer aux patientes sont très importants, c'est-à-dire il faut qu'elles gardent ses repères. Qu'est-ce qui la rend plus désireuse de l'homme? Quel est le costume qu'il doit mettre? Quelle est l'attitude qu'il devrait avoir? Ça, c'est très, très important. Et aussi, il faut s'occuper un peu du mari, parce que si le mari ou le partenaire, il ne rase pas la barbe, il sent mauvais tout le temps, il ne connaît pas comment faire les préliminaires, tout ça c'est important et ça existe. Et c'est une cause de frustration chez des femmes, on en voit parfois. Elle te dit, mon mari, il est sale, il vient, il ne se douche jamais, ils sont mauvais. Donc c'est normal que ça crée de l'aversion un petit peu sexuelle et ça baisse avec le temps, on a moins de désir. Donc très important à expliquer aux patients aussi que son hygiène est très importante, que la façon avec laquelle il parle est très importante, que les préliminaires sont très importants. Tout ça, ça va améliorer les choses pour le patient. Alors pour la prise en charge pharmaceutique, on va voir beaucoup de molécules. Alors premièrement, les traitements qui peuvent améliorer indirectement, ce sont des traitements d'une cause médicale, une dystéroïdie par exemple, une dépression. Tout ça, ça se traite et permet un petit peu d'avancer un peu, de corriger ces troubles-là. Le traitement hormonal substitutif, puisqu'on sait que la ménopause est très importante dans la genèse de ces troubles de la dysfonction du désir chez la femme. Et donc le fait de donner un traitement substitutif à base d'œstrogène est très bien et améliore énormément les choses. Mais vous savez tous que cet oestrogène-là qu'on donne n'est pas dénué de fait de problèmes cardiovasculaires, notamment de troubles thromboemboliques. Donc il faut faire très attention. Est-ce qu'on est dans la bonne balance pour avoir du désir de la femme? Est-ce qu'on va la mettre en embolie pulmonaire? C'est toujours pas. Par contre, les oestrogènes locaux font du bien parce qu'ils améliorent un peu la sécheresse vaginale et améliorent les choses. Le tibolone, c'est une hormone un peu à base d'oestrogène et de progestatif qui a donné des résultats, mais toujours le guide un peu des effets indésirables. Le spémifène, la même chose. Le DHEA, surtout en capsule intravaginale, qui a été utilisé, n'existe qu'aux États-Unis, il est prometteur, mais toujours, ça améliore un peu la sécheresse vaginale, mais sans plus. Alors par contre, ce qui est recommandé, et ça a été étudié énormément, c'est l'activité physique. L'activité physique, elle améliore notamment les troubles du désir chez les femmes. On a remarqué que c'était très bénéfique aussi pour les femmes qui ont une hystérectomie en plus. Donc c'est très bénéfique d'encourager, donc toujours encourager les femmes à avoir une activité physique correcte et régulière. Alors pour les traitements utilisés au AMM, bien sûr, la pilule bleue que vous connaissez tous, on a essayé de la mettre chez la femme. On s'est dit, puisque ça marche chez l'homme, ça devrait marcher chez la femme. Donc on a essayé ça, mais vraiment, pas vraiment avec des résultats très très bons. On a utilisé aussi le DHEA par voie orale aussi, ça n'a pas donné de très bons résultats. On a utilisé quelques psychotiques aussi, mais sans vraiment réel avantage à utiliser ces traitements-là. Alors, les traitements spécifiques qui ont été utilisés pour le trouble du désir chez la femme, un seul qui a l'autorisation de mise sur le marché qui s'appelle le flibanserine, c'est l'ADI, c'est une molécule qui a été autorisée sur le marché américain, je pense, dans les années 2010. Les résultats sont contradictoires. Ils ont l'AMM pour ça, mais les résultats restent un petit peu contradictoires. Il y a des effets indésirables, notamment la nervosité qui est très importante pour ce traitement-là, et le traitement, il coûte très cher. Sinon, il y a une autre molécule qui est une huile botanique qu'on applique sur le
clitoris sur les grandes lèvres un petit peu. On dit que ça améliore un peu le désir, mais je ne pense pas vraiment. Il y a d'autres molécules qui sont en cours de développement, notamment un agoniste des récepteurs de la mélanocortine, mais c'est des choses qui sont en cours. Alors la testostérone, on en a parlé. La testostérone, c'est un stimulant. On a essayé les patchs de testostérone, on a essayé les injections. On n'a pas trouvé jusqu'à maintenant le bon dosage pour que la femme n'ait pas de poils, n'ait pas de boutons et ait une voix plus grave. Donc on se dit que la testostérone va traiter les troubles du désir de la femme, mais l'autre contrepartie, si j'ai une femme avec une barbe après, ça ne va pas régler les choses. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore vraiment à mettre la testostérone pour les troubles du désir chez la femme. Je reviens un petit peu parce qu'il y a d'autres études ou d'autres articles qui commencent à sortir concernant cette controverse. Et cet article particulièrement qui nous parle que cette dysfonction sexuelle féminine, c'est quelque chose fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Et il faut faire attention que la dénomination, le DSM-5 qui est sorti avec la définition des troubles du désir n'est pas bonne, que les traitements qu'on est en train de proposer ne sont pas bons, que tout est à revoir là-dedans par rapport aux troubles du désir chez la femme. Un autre blog aussi qui est paru dans Libération, que je vous invite à lire un petit peu, qui nous raconte l'histoire des molécules essayées, entre autres la philibancétine, la DI, cette molécule qui était approuvée par le FDA. Il faut savoir que cette molécule-là a été refusée de tout le temps par le FDA. Jusqu'à un certain moment, il y a un lobbying énorme de la part des députés démocrates, de la part des laboratoires, de la part des sociétés un petit peu, et qui ont poussé, en fin de compte, la FDA à adopter cette molécule-là comme traitement du trouble du désir chez la femme. Alors, elle a été approuvée aujourd'hui. Le lendemain, le laboratoire a été acheté à $1 milliard. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses, il y a plein de subtilités, qu'on n'y est pas dedans entre ce marketing féroce des entreprises pharmaceutiques et les vraies définitions et les vrais problèmes sexuels chez la femme. On n'y est pas encore. Donc voilà, j'arrive un petit peu à la conclusion pour dire que c'est très vague, la définition n'est pas claire, elle va changer, je suis sûr qu'elle va changer, elle va changer. La pathologie est très difficile, il faut déterminer le réel degré de gêne de la patiente avant de tout faire. Le traitement reste très mal codifié malheureusement, et ce qui est important, je reviens un petit peu à l'éducation, on a une éducation conservatrice, notamment dans les pays arabo-musulmans, il faut faire attention à ça, il faut faire une bonne éducation sexuelle, et je vous remercie.